Bienvenue au Polysécure épisode PME, je suis accompagné d'Emeline. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Ça va aussi. Aujourd'hui, on va parler de Loi 25 et de ce que tu as élaboré avec deux collaboratrices, mesprocédures.ca, qui est une trousse pour les PME essentiellement, qui permet justement de se dépêtrer un peu puis d'accélérer l'adoption des bonnes pratiques liées à la loi 25. Fait que je vais te laisser le présenter puis un peu qu'est-ce que c'est, puis on va intervenir comme d'habitude. Assurément. Mais ça fait un moment qu'on collabore, toi et moi. Tu apprends à me connaître. Tu me connais déjà quand même pas mal en termes de traits de personnalité. Puis même les auditeurs apprennent à me connaître au travers de tout ça. Il y a une chose que je déteste dans la vie, c'est qu'on travaille exactement tous sur les mêmes choses. Ça, je trouve, ça vient vraiment beaucoup me chercher parce que je trouve que c'est l'énergie, c'est quelque chose d'important. C'est en quantité limitée, c'est renouvelable certes, mais voilà, l'énergie et surtout la zone de génie, c'est quelque chose qu'il faut développer, puis le temps qu'on met sur l'élaboration de ces procédures-là, c'est du temps qu'on met pas ailleurs. Donc c'est important, la loi 25 est importante, la protection des renseignements l'est tout autant, mais si on peut avoir quelqu'un qui fait des gabarits, qui va dans une direction pour faciliter la vie, moi c'est ce que je me suis dit pourquoi pas. Alors à la toute base, ça a été l'idée d'une des collaboratrices, d'Audrey, justement, de Blue Eden, qui me dit « Let's go, fille, on fait un truc ensemble ». Donc, c'est une fille que j'aime beaucoup, son énergie, j'aime beaucoup sa vibe. Je me dis « Vas-y, on va l'essayer ». Donc là, on brainstormait à savoir qu'est-ce qu'on voulait faire et l'idée des procédures est vite arrivée. Donc, il n'y a pas de politique de confidentialité là-dedans, dans cette trousse-là, parce que la politique de confidentialité, c'est tout autre chose. C'est un document qui doit se retrouver sur nos sites web, qui est propre à notre organisation, à qu'est-ce qu'on collecte, qu'est-ce qu'on fait avec, les outils qu'on utilise et ainsi de suite. Donc, on n'a pas voulu aller dans cette direction. On veut pas induire les gens en erreur non plus. Par contre, toute la paperasse, toutes ces procédures qui sont à mettre en place, on a élaboré quelque chose qu'on a fait valider par une avocate aussi, bien évidemment, Stéphanie David du Bellatrail avocat. Donc, c'est pas mal l'idée. C'est de se dire, on a autour de nous beaucoup de PME, beaucoup d'OBNL, c'est principalement les organisations avec lesquelles on travaille. Elles sont déjà dépassées par la loi 25, elles sont débordées, elles savent pas où donner de la tête, elles veulent juste un peu cocher des cases et on sait que c'est pas la bonne stratégie non plus. Mais en tout cas, si on peut aider et alléger un petit peu le processus, c'est ce qu'on s'est dit. Donc, on a mis en place, on en a 5 procédures, plus un petit bonus cybersécurité, bonnes pratiques et ainsi de suite. Et ce que j'avais en tête pour le podcast aujourd'hui, c'était dans un premier temps de vous en parler de ces procédures-là parce que comme on le disait, ce sont des gabarits qui sont quand même très très proches d'une certaine réalité qui nous est propre, mais qu'il faut quand même adapter minimalement à nos propres pratiques à l'interne. Donc, vous allez voir, ces procédures sont très logiques. Puis, on a déjà parlé, toi et moi, de procédures en lien avec les mots de passe. Et c'est simplement de mettre le cadre. C'est ça que la loi veut, c'est mettre le cadre. Et indirectement, c'est de nous aider. Parce que quand il arrive une urgence, quand il arrive un incident, quand quelqu'un fait une demande d'accéder à ces informations, on veut pas être tout nu et pris à dire, bon, qu'est-ce que je fais? C'est un peu l'idée, c'est de dire, bon, on a déjà des processus, puis là, on n'a pas besoin de réfléchir à ce moment-là, on est juste en mode exécution. On suit notre petite liste de contrôle, notre petite checklist et voici les étapes qu'il y a à faire. Donc, je trouve que c'est même aidant et facilitant parce que dans certains cas, et je vais avoir une anecdote pour toi dans peu de temps concernant une des procédures, mais ces demandes qui sont faites par des citoyens, des citoyennes qui sont tout à fait légitimes ou les réactions à certains événements, ça génère tout plein d'émotions chez nous, clairement, parce qu'on est des humains puis on ressent des émotions. Et sous stress, sous urgence, on n'est clairement pas dans la meilleure posture pour prendre des décisions éclairées et intelligentes. Donc, c'est de donner une chance aussi, mettre des choses par écrit et de dire quand ça arrive, au moins je sais exactement qu'est-ce que je dois suivre, quelles sont les étapes que je dois suivre. Toi, dans ton domaine, j'ai l'impression que vous êtes beaucoup encadré aussi de procédures, justement avec les personnes avec qui tu travailles en ce moment. Est-ce que tu trouves ça facilitant? Est-ce que tu trouves ça rushant, toute cette paperasse qu'il peut y avoir autour de vous? Il y a plusieurs axes. Je vais commencer par féliciter l'effort que vous avez fait d'avoir réussi à offrir ce produit-là, mes procédures, puisque je suis également, j'aime pas ça réinventer la roue. Fait que quand la roue est déjà faite, j'apprécie énormément et je ne suis pas du type à vouloir réinventer ce genre de choses-là. Puis j'aime beaucoup m'appuyer sur des choses qui existent déjà pour accélérer mon travail. Ça, je chapeau, très très grande admiration pour le travail. Puis en plus, c'est disponible gratuitement. En plus, c'est ça qui est le plus beau dans tout ça. Il n'y a pas de paiement, il n'y a rien. Ça, c'est vraiment, on serait fou de s'en passer. Fait que
Maintenant, ça, oui, la documentation, oui, c'est important. En gestion d'incident, tu mentionnais les émotions, les requêtes, tout ça. Ben, en gestion d'incident, c'est très important d'avoir des checklists, avoir une procédure, avoir un processus, quelque chose en place, pas quelque chose d'ultra, tu sais, pas de 300 pages de processus. Encore là, tu sais, faut toujours relativer, mettre en plein milieu. Puis c'est un peu aussi la documentation que tu t'offres n'est justement pas trop lourde et bien adaptée pour le niveau de documentation pour les PME. Puis c'est très important de le faire. Mais en même temps, tu sais, c'est le niveau. Puis moi, comme gestionnaire d'incident, j'aime bien avoir une certaine un chemin qui m'est guidé, une certaine carte qui nous permet de pas avoir à réfléchir. Quand on est sous le coup de l'émotion de gestion d'incident, ben on n'a pas le temps de réfléchir, ça nous évite de faire des erreurs, on couvre les éléments de base. Après ça, ben, je me garde toujours une marge de manœuvre pour improviser parce qu'il faut être capable de s'adapter à la situation. Fait que, moi, je suis toujours un peu dans le milieu des deux. Euh, oui, la documentation est toujours utile parce qu'on peut s'en référer, on peut faire un paquet de choses, c'est très, très utile pour aller là. Les PME, malheureusement, n'y voient pas nécessairement énormément d'avantages. On regarde encore sur LinkedIn, beaucoup de de propriétaires de PME vont chialer sur la loi 25, par exemple, dire ça nous rajoute des travaux supplémentaires. La réalité, c'est que ça rajoute pas des travaux supplémentaires, ça l'organise le travail. Puis une fois que le travail est fait, dont avec mes procédures, par exemple, on n'a plus à le refaire. Puis quand on va rencontrer un problème, ben, on sort le guide, puis on l'exécute relativement. Donc, on se sauve beaucoup de travail plus tard qu'on va devoir faire de toute façon, parce que le régime réglementaire a changé, l'univers a changé aussi. Fait que c'est en ça où ça se représente. Fait que ça, je trouve ça super génial d'avoir ce genre de choses-là sous la main, justement d'avoir pris 2, 3 heures de réfléchir, puis juste descendre ça tranquillement, en prenant un café là aussi. Là. C'est pas besoin d'être pénible et ardu. Là. Voilà, le plus grand, comment on appelle ça, zut, le mot-clé m'échappe, mais oui, un des plus beaux compliments qu'on me fait récemment, c'est quelqu'un que on était en café virtuel, puis elle avait des questions par rapport à la loi 25 et je fais partie justement, tu connais Marie-Ève Fortier d'Insekem, ma loi 25.ca, qui est une super belle initiative. Puis chez Cyclic, on a la chance d'être des accompagnateurs, des formateurs en lien avec cette thématique. Et là, bref, je parlais avec une potentielle cliente, une dame intéressée, une OBNL. Puis là, je la rassure parce que c'est ça, les gens ont besoin d'être rassurés. Il y a tellement un peu le discours de la peur qui gravite autour de nous pour des raisons possiblement marketing. Puis moi, ça me fâche, bien entendu. Et à la fin de la rencontre, cette dame me dit j'ai presque hâte de commencer l'accompagnement. Et c'est comme le plus beau cadeau de dire à la base, la loi 25, ça nous tente pas. Puis après, on a quasiment le goût parce que on peut rendre ça intéressant, amusant, c'est un grand mot, mais en tout cas, rendre ça plus léger dans tous les cas. Ouais, ben rendre ça pas sentir que c'est comme de la paperasse inutile. Puis c'est ça aussi qu'il faut que les gens voient. Puis en tout cas, des choses que tu fais, entre autres mes procédures le soir, les accompagnements que tu fais, puis dans le fond, le très bon commentaire que tu as reçu là, sont justement, ça a une valeur de faire ces travaux-là parce que ça va nous servir pour la suite. C'est même un peu plus, parce qu'on pourrait dire comparé une police d'assurance, mais c'est plus loin que ça, parce qu'une police d'assurance, on fait juste payer. Puis là, on est vraiment dans un contexte où la probabilité que ces 5 procédures-là vont être soulevées dans la prochaine année est assez probable. Et dès lors, on a quelque chose sous la main qui va nous sauver du travail dans le futur. Et c'est payant de nous sauver du travail comme ça, là, pour ce type de choses-là. Assurément. Donc, si je rentre un peu plus dans le vif du sujet, je vais vous parler un petit peu plus de ces procédures, puis vous donner un petit peu plus de jus à tout le monde par rapport à ça. On a d'abord la fameuse procédure de conservation, de destruction et d'anonymisation des renseignements personnels. Donc, souvent, je débute cette procédure en disant que malheureusement ou heureusement, un renseignement personnel, ça a une durée de vie, ça se garde pas pour toujours. Et ça change tellement la donne dans nos organisations parce que j'ai des organisations là qui gardent depuis la constitution de l'organisme, gardent l'entièreté des renseignements personnels. Donc ça va devoir changer. Généralement, le cycle de vie d'un renseignement personnel est le suivant. On va collecter l'information, on va l'utiliser, on va le communiquer, on va le conserver pendant un certain temps pour des raisons de conformité ou statistiques ou peu importe, et ensuite on va le détruire. Donc, la loi nous dit, détermine tes délais, respecte-les. Donc, il nous arrive pas avec des chiffres magiques. Ça, je trouve que les gens trouvent ça super difficile. S'il y avait eu des chiffres magiques en disant ça c'est tant de temps, ça aurait été plus facile. Mais là, vu que ça réfère à d'autres réglementations externes, tout le monde est un peu mêlé. Donc, moi, j'y vais avec l'essentiel en disant, exemple, RH, tes employés, c'est généralement les droits du travail qui priment. Donc, ça va être en 7 ans, généralement. Et ça dépend d'un renseignement à l'autre. Ou bien,
Si on a des gens qui sont régis, qui sont encadrés par un ordre professionnel, par une association, faut aller se rapprocher aussi de voir c'est quoi les propres délais de cette organisation-là. Mais dans tous les cas, la loi nous dit détermine tes délais, respecte-les, point. Donc la question logique. Puis le délai de 7 ans est classique, là, parce que c'est le revenu qui nous exige le 7 ans, mais justement, il percole un peu partout ce 7 ans-là. Fait qu'à la limite, si vous avez besoin d'une idée de comment fixer, puis vous avez pas d'idée, 7 ans est un chiffre qui est un bon délai qui généralement va répondre à la plupart des éléments, surtout en PME. Et c'est sûr qu'il y a des règles en assurance. Par exemple, on doit conserver jusqu'à le décès de la personne ou jusqu'à la fin de ci, de ça. Là, il y a d'autres règles. Mais de façon générale, pour la plupart des gens, 7 ans est une très bonne règle. Puis j'aime ça que la loi nous amène à devoir se poser la question sur la conservation, parce qu'on a tendance à être boulimique, c'est-à-dire de garder tout ce qui est dans notre monde. On est des écureuils, on garde l'information. Puis moi-même, je suis un écureuil où quand la loi 25 est arrivée, j'ai pris panique à un moment donné. Je me suis dit, j'ai plein d'affaires qui sont pas nécessairement des renseignements personnels couverts par la loi, mais quand même, j'ai des informations que je conservais comme un écureuil. Puis j'ai fait comme, ben non, on va passer la balayeuse là-dedans. Et j'ai nettoyé énormément d'informations qui étaient techniquement inutiles, mais que je conservais juste parce que ça coûte pas beaucoup plus cher à conserver. Tu fais, un peu de paresse, ça, mais là, ça nous oblige à nous organiser. Donc, d'avoir une saine gestion de l'information. Ce que peu de gens mettent en place, puis je suis aussi coupable que n'importe quel autre PME. J'ai eu un élan de panique, c'est l'été dernier, là, je voyais la nouvelle section de la loi 25 arriver, j'étais comme, je peux pas faire ça, là, faut je donne l'exemple, là, j'ai pris panique, j'ai tout fait le ménage dans toutes mes informations, mais j'en ai pas d'informations personnelles. Ça, bien heureusement pour moi, ça simplifie ma vie, mais ça m'a permis de faire le ménage sur d'autres choses aussi. Et je trouve vraiment que la notion de délai de conservation, c'est vraiment des belles discussions parce que on rentre comme dans les entrailles de l'organisation d'une certaine façon. Ça amène des conversations super intéressantes sur, déjà oui, on a des renseignements personnels, mais pourquoi? À la toute base, pourquoi juste on a ça? Peut-être que c'est zéro utile puis qu'on pourrait s'en débarrasser un peu plus rapidement que prévu. Puis des fois c'est justifié de garder ça plus longtemps. Tu sais, le 7 ans c'est comme notre balise, mais des fois c'est justifié de garder ça plus longtemps dans des cas de litige parfois. Et souvent c'est pas utile de garder ça très longtemps. Tu sais, moi j'ai 2 exemples qui me viennent là spontanément en tête. C'est tout ce qui touche les spécimens de chèques et des CV. Faut pas garder ça 7 ans et indéfiniment. Déjà, un spécimen de chèque, du moment où tu l'as rentré dans ton espace de paiement en ligne, dans ton compte de banque, t'as plus besoin de cette copie de chèque qui représente un risque parce que si elle est entre les mains de quelqu'un, c'est facile pour un fraudeur de faire un faux chèque avec cette information. Donc ça, on s'en débarrasse beaucoup plus rapidement. Moi, j'ai un mois après le premier paiement, ou très rapidement. Et pareil pour les CV, ça sert à rien de garder ça indéfiniment, d'autant plus que moi j'ai déjà vu des choses hyper sensibles sur des CV. Souvent les nouveaux arrivants vont mettre des dates de naissance, des numéros d'assurance sociale sur des CV, donc on veut pas garder ça clairement, et d'autant plus que si la personne on l'a pas embauché, son CV il devient pas expiré, mais en tout cas l'information est plus la bonne de toute façon. Donc là l'alternative, les gens me disent ouais mais Emeline, une pénurie de main d'œuvre, on veut quand même garder de l'information, garde pas le CV au complet, fais-toi un fichier Excel avec juste le nom, prénom et 2 modes de communication pour rejoindre la personne. Pas besoin d'avoir son CV au complet. Donc je trouve que c'est vraiment de belles discussions pour trouver cet équilibre entre qu'est-ce que veut la loi, qu'est-ce que veut la sécurité et maintenant qu'est-ce que veut toute cette fonctionnalité nous à l'interne pour qu'on continue de rouler avec tout ça. Donc c'est très intéressant et la question justement qui suit ensuite, c'est une fois qu'un renseignement personnel a atteint sa durée de vie, qu'est-ce qu'on fait avec? Donc en ce moment, officiellement dans la loi, il y a 2 choix. On peut le détruire, on peut l'anonymiser. Quoique l'anonymisation est de plus en plus découragée en ce moment parce que les risques de réidentifier une personne sont très très grands. Donc si c'est l'orientation que les personnes qui nous écoutent aujourd'hui veulent prendre, allez consulter une avocate pour valider ce qui fit pour vous. Il y a plusieurs façons d'anonymiser et elles sont pas toutes bonnes nécessairement. La destruction, c'est un peu la réponse facile. Et puis, tu sais, si on n'a pas d'obligation en termes de statistiques et autres, il y a aucune raison valable pour laquelle on devrait garder certains renseignements personnels, à part, comme on disait, notre propre inconfort à nous. Oui, mais au cas où j'en ai besoin. Au cas où j'en ai besoin, on leur demandera, c'est tout. Donc, c'est juste de ne pas garder de l'information qu'on prend le risque de perdre ou qui est entre de mauvaises mains. Donc, cette procédure-là, elle encadre pas mal tout ça, ces 3 notions qui sont la conservation, la destruction et l'anonymisation. Ensuite, on a la demande d'accès aux renseignements personnels et tout ce qui touche le traitement des plaintes. Parce que maintenant, et il faut le savoir,
on peut recevoir une demande de la part d'un client, d'une cliente, d'un citoyen, d'une citoyenne à accéder aux renseignements personnels qu'on détient sur cette personne-là. Et là, on va pouvoir aussi recevoir des plaintes, bien entendu. Donc, c'est important d'avoir des balises prédéfinies pour répondre à ce type de demandes-là, qui sont les demandes d'accès et les plaintes, finalement. J'ai une des anecdotes que je voulais te partager, j'ai une très, très triste histoire. Il y a un peu plus d'1 an maintenant, une entreprise avait reçu sa première demande d'accès à de l'information. Et là, on le disait, on est des humains, on ressent des émotions. Fait que là, c'est un peu les mains moites, puis la petite panique de dire « Oh là là, c'est stressant, c'est ma première, je veux faire les choses bien. » Et l'organisation a vraiment fondamentalement voulu faire les choses bien, mais elle a oublié la première étape, la plus importante, qui était écrite nulle part parce qu'ils n'avaient pas encore leur processus et leur procédure en place, qui était d'identifier qu'on parle à la bonne personne. C'est tout bête. En temps normal, on aurait pris le pas de recul, on aurait vérifié à qui on parle. Dans ce cas-là, ça n'a pas été fait sous le coup de l'émotion et du stress. Et malheureusement, c'était pas une personne bienveillante en arrière, c'était un fraudeur qui a fait une demande d'accès en se faisant passer pour le client. Et l'organisation a transmis l'ensemble des renseignements personnels sur cet individu. Donc, c'est à vouloir bien faire, on se retrouve avec un méga incident, préjudice sérieux et tout le kit. C'est vrai, c'est triste un peu comme effectivement comme histoire. Puis c'est un bon rappel aussi que les malveillants vont utiliser ces règles-là à leur avantage. Faut faire très attention, justement parce que ça c'est un bel exemple. C'est la première fois que je l'entends, celui-là, procéder de cette façon-là. Justement, comme tu le mentionnes, et comme je l'ai dit aussi, c'est les procédures vont nous éviter parce qu'on va le passer dans l'ordre. Fait que si on oublie, on est tous des humains. Tu as parlé de volet émotion, mais on est des humains aussi, on n'est pas toujours à le même niveau d'attention. Puis je fais un petit clin d'œil aux neurodivergents, mais des fois, notre niveau de préoccupation détail n'est pas toujours le même. Il n'est pas toujours très assidu. Il y a certains neurodivergents qui vont avoir moins d'attache aux détails. Donc, on va être tendance à aller plus vite à l'exécution de la demande sans préoccupation. Donc, ça vient nous protéger puis nous éviter de faire des gestes qui peuvent être très malheureux, comme dans le cas qui est là. Parce que là, si on se retrouve avec un incident à gérer parce qu'ils ont voulu répondre conforme à la loi, là, c'est vraiment très triste. Pauvre entreprise. J'ai beaucoup de sympathie pour leur situation parce que c'est pas ils voulaient bien faire puis ils sont ramassés avec un incident sur les mains. Bref. Ah non, c'est vraiment une histoire vraiment pas sympathique. Effectivement, moi aussi, je me suis comme sentie vraiment super mal pour eux, d'où l'importance donc d'avoir, comme tu disais, des écrits, des processus, c'est-à-dire on reçoit une demande, parfait, on sait qu'il va y avoir toujours le même niveau de qualité de réponse parce que on sait que la façon dont la procédure est rédigée, le traitement va être fait de manière confidentielle, va être fait de façon rapide et précise. On va pouvoir aussi, on n'a pas été dans ce niveau de détail-là, j'y ai pensé après d'avoir cette idée-là, mais on pourrait même avoir tout de suite des templates de courriels de réponse. Comme ça, c'est automatique. Encore une fois, dans une optique de jamais réinventer la roue, le courriel de confirmation, j'en fais un template, on en fait un copier-coller et on se facilite la vie aussi. Donc, c'est pas mal l'idée. Dans un autre ordre d'idée, on a la procédure de demande de désindexation, de suppression des renseignements personnels. Donc, puisqu'une personne peut demander que ses renseignements personnels soient désindexés ou supprimés, c'est important d'avoir des balises aussi prédéfinies pour répondre à ce type de demande parce qu'il faut savoir qu'il y a des raisons tout à fait légitimes pour lesquelles, en tant qu'organisation, nous, on pourrait refuser. Si quelqu'un dit « Hey, tout ce que tu as sur moi, je veux que tu le supprimes. Monsieur, madame, vous venez de nous commander un sofa, on a besoin de vous le livrer, il y a une garantie en arrière, vous êtes très gentil, mais on peut malheureusement pas supprimer ces renseignements personnels. » Donc, il y a plein de raisons comme ça dans des cas de litige aussi. S'il y a un litige avec un client puis il dit « Tout ce que tu as sur moi, je veux que tu le supprimes. » C'est comme « Je t'aime bien, mais ça va être une preuve devant le tribunal, je peux pas trop m'en débarrasser. » Donc, c'est dans cet objectif-là, dans cette optique-là. Et la désindexation, c'est encore un peu mal compris parce que moi, je travaille avec, comme on disait, des OBNL, des PME qui vont rien indexer sur leurs clients, donc ils ont du mal à comprendre et concevoir ce que c'est. Donc, ça va s'adapter au fil du temps. C'est simplement de dire, t'as, exemple, une photo sur ton site web d'un de tes anciens employés, puis il est plus à l'emploi. Ça serait tout à fait légitime qui dit, j'aimerais que cette information, cette photo soit désindexée, soit supprimée d'Internet. Donc, c'est un peu la même chose. C'est quelque chose qui est indexé, c'est quelque chose qui est en ligne, tandis que la suppression, toute la notion de suppression peut inclure tout le reste qu'on a dans nos dossiers qui sont même pas accessibles publiquement. Donc, c'est vraiment ce mécanisme-là.
Oui, ben c'est très utile. Puis comme tu le mentionnes, comme il y a beaucoup d'exceptions, puis c'est pas un droit absolu de la personne de demander de se désindexer ou de se faire effacer dans les choses. C'est très important d'avoir justement ce checklist-là ou ces éléments-là qui sont mis en place pour nous donner, comme entreprise, la capacité de répondre à la bonne chose dans la mesure où c'est non, on peut pas les effacer parce que généralement, puis on le sait, là, les humains si on reçoit un refus, ils vont justement mettre de l'émotion dans la conversation en général, parce que là, il y a un refus, ils n'aiment pas ça, puis bon, ça va aller plus loin. Fait en ayant au moins un chemin pour nous éviter d'avoir à escalader de façon émotive, puis d'avoir un template. Encore là, tu disais un gabarit qui est déjà fait, des courriels déjà préfaits. J'en ai beaucoup des choses comme ça, justement, qui me sauvent. Ça sauve du temps, déjà une chose. Puis ça évite de faire des erreurs la deuxième. Fait qu'une fois qu'on a bien bâti notre gabarit, ensuite on est capable de sauver du temps. Puis on revient toujours à ça. Pour une PME, c'est important de sauver du temps. Fait que investissez la demi-heure ou l'heure pour faire le gabarit va vous sauver énormément de temps après. Puis c'est là où, pour les PME, ça fait une différence réelle sur la capacité d'aller plus loin. Tu parles au BNL aussi également, d'aller dans des templates pour justement s'économiser du temps. Puis ça, dans l'univers de l'automatisation avec comme l'informatique a apporté, ben c'est important de les utiliser. Puis bon, la loi 25 est un beau prétexte pour nous amener là. Ouais, absolument. La prochaine procédure va te plaire. C'est tout ce qui touche la gestion des incidents de sécurité, tout ce qui touche les violations des renseignements personnels. On est en plein tous les deux dans notre zone de génie quand on parle de tout ça parce que on veut tous les deux être beaucoup plus en prévention qu'en réaction, bien entendu, de par les propres émotions que nous, ça nous fait sentir d'être dans l'urgence. On essaye d'avoir, j'allais dire moins de cheveux blancs, mais dans ton cas, moi, je commence à avoir des cheveux blancs aussi. Donc, bref, moi, c'est trop tard, le mal est fait. Mais un plan d'intervention, c'est essentiel. Tu vas être d'accord avec moi pour justement gérer les cyberincidents de manière efficace. Dans ces moments de crise, on ne sait pas toujours comment agir, c'est quoi qu'il faut prioriser, qui est-ce qu'il faut contacter. Donc, un plan d'intervention, cette procédure de gestion des incidents vient vraiment réduire le stress d'oublier des aspects importants. J'ai voulu, dans la rédaction de cette procédure-là, donner plusieurs cas de figure parce qu'il n'existe pas un seul type d'incident. Il y a plein de façons qu'on pourrait avoir un incident de confidentialité parce que je me fais pirater mon compte en ligne, parce que je perds mon laptop, parce qu'on a cliqué à quelque part puis il y a un beau rançongiciel qui est dans nos systèmes. Donc, il y a plusieurs façons. Donc, j'ai essayé d'être créative sur sur les différents modèles possibles, d'ajouter vraiment des actions concrètes puis des petits outils au travers de tout ça pour vraiment aider. Et ce qu'on veut, c'est s'assurer que notre organisation elle est prête à intervenir en cas de cyberincident, de manière à pouvoir reprendre aussi rapidement nos activités. Oui, puis ben là, j'aime beaucoup ces procédures de gestion d'incident parce que la gestion d'incident, la vitesse de réponse a un effet direct sur la qualité et la limitation des dommages qui sont faits. Donc, cette procédure-là va aider. Là, je vais faire un clin d'œil à des épisodes que j'ai faits avec Anne Martel sur la cyberassurance. C'est aussi très important dans un contexte de cyberassurance, puis pensez-y aussi à inclure, parce que eux vont vous accompagner. Puis dans votre procédure de gestion d'incident, là, vous savez quand vous devez appeler votre assureur pour venir vous donner un coup de main, qui vous devez appeler à l'externe pour vous donner un coup de main. C'est une très petite PME. Ben, vous avez peut-être justement je dis des retailers en anglais, mais des contrats avec des fournisseurs qui vont venir vous appuyer dans le cas d'un incident. Donc, ça doit être décrit, qui vous appelez, qui vous mettez. Fait que donc, cette réflexion-là en amont va sauver beaucoup de problèmes. Puis, dans certains cas, sauver le fait que la PME puisse même tomber en faillite parce que l'incident est trop dommageable. Dans ce cas-ci, cette procédure-là pour une PME va peut-être, dans certains cas, sauver la vie de la PME, justement parce que ça a accéléré le traitement. Ça a évité que les dommages soient trop grands. Puis, ça l'a amené. Puis, c'est même en dehors des renseignements personnels parce que c'est un cas très spécifique, les renseignements personnels. Mais l'arrêt de production peut être aussi dommageable, qui n'est pas un renseignement personnel. Puis donc, d'avoir cette procédure-là à cause de la loi 25 nous amène aussi à nous protéger contre d'autres types d'avaries. Parce que les rançongiciels, c'est une plaie. On n'est pas à veille de les voir disparaître, malheureusement. Puis je regardais, puis j'ai un autre papier j'enregistrais sur les menaces qui s'en viennent en 2024. Et les menaces qui s'en viennent continuent dans ce chemin-là. Et ils font juste raffiner davantage. Et ils vont utiliser d'autres mécanismes pour nous tromper comme humains. Et c'est inévitable. On va en avoir un instant, fait qu'on soit capable de gérer rapidement. Puis si on peut prendre une image, c'est comme un incendie. Si on arrête l'incendie, disons un incendie sur
la cuisinière prend feu. Si on éteint le feu immédiatement là, on limite la portée du dommage. Si on n'est pas capable de l'éteindre puis on le regarde, ça se peut que la maison passe au feu au complet. Donc, les dommages sont beaucoup plus grands. Fait que plus vite on est capable d'intervenir sur le feu, plus restreints sont les dommages, puis plus on évite des conséquences qui peuvent être même désastreuses pour la compagnie. Et comment on fait pour intervenir rapidement en étant préparé, en ayant un plan écrit. Et vous allez le voir dans le gabarit qui est proposé, c'est aussi bête que d'avoir un tableau qui répertorie les différents acteurs qui gravitent autour de nous, d'avoir leurs coordonnées directes, de pas aller chercher dans les courriels. Hey, c'est quoi le courriel d'Emeline déjà? C'est quoi Non, on a déjà tout à la même place les assurances, la personne de TI, la personne à l'interne, la personne responsable de la protection des renseignements, tout à la même place. Donc déjà, ça permet de réagir beaucoup plus rapidement. Et la dernière procédure qui est pas officiellement demandée, exigée au niveau de la loi 25, mais qui, je trouve, si on veut être cohérent dans la continuité de la protection des renseignements personnels, a sa place aussi, c'est tout ce qui touche la gestion du roulement du personnel. Parce que je pense sincèrement que dans le futur, oui, il y a des incidents beaucoup externes qui vont arriver, on se fait pirater, on donne accès à de l'information, mais je pense que il va y avoir aussi beaucoup d'incidents internes qui sont même pas volontaires, c'est même pas les employés qui sont mal intentionnés, c'est juste qu'on leur a donné des accès et qu'on oublie. Et la personne part, mais l'accès, la porte, elle est toujours ouverte, elle est toujours accessible. C'est quelque chose que je vois énormément en ce moment avec des stagiaires, où est-ce qu'on va donner des accès. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce vendredi, au moment où on enregistre, on est le 6 novembre, mais je pense que ça s'en vient prochainement. Je crois que l'équipe, moi, à l'interne, on a fait une publication à ce sujet-là sur les accès des stagiaires, des personnes qui sont là temporairement, comment gérer tout ça. Donc ça s'en vient chez nous, mais je trouve vraiment que c'est important parce qu'il peut y avoir des dommages accidentels ou une perte de renseignements personnels due à cette mauvaise gestion des accès internes. Donc moi, je pense que déjà en partant, c'est impératif, ça prend une liste des rôles et des accès. Savoir, à l'intérieur de mon organisation, quelles sont les plateformes sur lesquelles on détient des comptes, sur quelles plateformes on a des accès, et ensuite de lister qui sont les personnes dans mon organisation. Alors, si on est une dizaine, ça va, c'est un peu plus rapide. Si vous êtes une cinquantaine, on peut peut-être y aller par rôle. Si les personnes qui s'occupent des réseaux sociaux, j'en ai 5, puis elles ont toutes les mêmes accès, on peut, comme être un peu plus général, mais de savoir concrètement qui a accès à quoi en tout temps, de façon à pouvoir, le jour où j'ai quelqu'un qui quitte, pas me fier sur ma propre mémoire, mais valider, ouvrir mon fichier Excel et dire Emeline, elle avait accès à ça. Voici les accès qu'il faut que je révoque. Et moi-même, j'ai voulu faire le test. J'ai fait ma liste avec les équipes à l'interne. Puis à un moment donné, j'ai une personne qui nous a quittés, qui avait d'autres plans professionnels et c'est bien parfait. Et je me suis dit je vais pas ouvrir mon fichier Excel, je vais faire de mémoire, savoir qu'est-ce qu'elle avait. Elle avait accès à quoi? J'en ai oublié 3 là-dedans. Donc c'est pas une question de mauvaise intention, c'est juste qu'on est overbooké, notre cerveau est déjà surchargé, donc ça nous prend une liste, encore une fois, pour avoir de la charge mentale de moins, et à ce moment-là, encadrer quand j'ai un départ. On peut penser aussi à quand on a une arrivée, aussi, d'avoir cette fameuse checklist, cette liste de contrôle de qu'est-ce que je dois faire, quels sont les accès que je donne, qu'est-ce que je mets à jour, et à l'inverse, quand j'ai quelqu'un qui quitte, qu'est-ce que je récupère? Qu'est-ce que je révoque comme accès? Quels sont les messages que je dois changer? Et ça c'est quelque chose que je recommande aux gens, faites signer une attestation au départ d'un membre de l'équipe. Une attestation qui atteste que l'employé ou le collaborateur a remis l'entièreté des biens et des renseignements personnels qui vous appartiennent. Parce que des fois, c'est des erreurs. Des fois, on a fait une sauvegarde sur une clé USB à un moment donné, puis on n'est pas mal intentionné nécessairement. Mais si je perds cette clé USB, moi, en tant qu'employé, il faut savoir que c'est ma responsabilité. Et si j'avais en plus attesté que j'avais remis l'entièreté des renseignements, on a un gros problème parce que on fait vivre un incident de confidentialité à l'organisation. Donc tout ça fait, selon moi, partie de cette grande famille de l'interne, des équipes, de la gestion, de tout ça qui fait en sorte que on encadre ces éléments-là et on est sûr de rien oublier le jour J. Ouais, en plein ça, là, tu parles d'un cas heureux où tu as quelqu'un qui quitte de façon volontaire et heureuse. C'est pas tout le temps le cas. Il y a des cas où les employés quittent avec une certaine rancœur parfois ou un certain goût de vengeance dans les pires cas. Justement, c'est là où ça devient d'autant plus important d'avoir cette liste de contrôle-là qui permet d'agir rapidement pour éviter les dommages. Et l'autre aspect, puis là, on revient dans un contexte plus bienveillant,
Si ces comptes-là sont en vie, les malveillants vont vouloir s'attaquer à ces comptes-là. Donc, on a toujours la possibilité de prendre ce compte-là pour nous créer des dommages, d'accéder à de l'information personnelle qui nous crée des soucis, potentiellement des soucis supplémentaires. Là, tu parles de l'employé qui a une clé USB qui malheureusement a des renseignements personnels puis qui échappe, qui perd. Même s'il a quitté, l'entreprise est toujours responsable de ces informations-là parce que ça se délègue pas. Le fait d'avoir signé, au moins on permet à l'employé de se responsabiliser davantage, puis d'être conscient de l'information qu'il manipule, puis les risques qui sont associés à la manipulation de ces informations-là. Mais c'est souvent vu comme un fardeau, malheureusement, là, puis je vois dans les PME, puis c'est très peu mis en place, la gestion des droits d'accès. Comment tout ça est fait, comment tout ça est répertorié, tout ça est inventorié. Puis ça peut créer des dommages très importants quand c'est mal fait. Que ce soit volontaire par un employé mécontent ou un ex-employé mécontent, que ce soit de façon involontaire par la perte d'informations comme tu mentionnes. Ça peut être très dommageable et nous amener dans les médias, puis c'est pas chouette. Puis aux personnes qui auraient peut-être la mauvaise idée de justement quitter un employeur puis d'avoir de mauvaises intentions parce qu'il y a de la rancœur et tout, gardez en tête que c'est criminel. Hein. C'est un crime au code criminel. J'ai plus le numéro de l'article par cœur, mais c'est tout ce qui touche les méfaits contre les données et donc c'est criminel et bon voilà. Donc c'est des grosses punitions qui viennent avec et ça en vaut pas le coup nécessairement. Donc si on peut décourager. Mais et puis ce que vous allez retrouver aussi dans la trousse, dans les gabarits pour terminer, c'est simplement une espèce de liste de meilleures pratiques à adopter. Donc on parle là-dedans plus du volet cybersécurité parce que c'est bien beau avoir tout ça en place. Faut quand même aussi dans nos pratiques, dans les outils qu'on utilise, dans nos méthodes de travail, avoir de bonnes pratiques. Donc tout ce qui touche les mots de passe, tout ce qui touche les VPN, tout ce qui touche la gestion des courriels reçus, envoyés. Donc on a pitché plein de petites idées justement de meilleures pratiques d'orientation, en tout cas pour alimenter les réflexions. Donc c'est ce qui fait le tour de la trousse. J'en suis vraiment très fière. Je sais que ça allège beaucoup le travail des PME. Alors je vais revenir sur un micro truc que tu disais quand tu disais que c'était gratuit. Alors oui, ça l'est ultimement, les gens ne déboursent pas mais nous on est quand même des entreprises marketingment parlant et tout, mais ça nécessite quand même une adresse courriel. Nous, ça nous permet, la personne, on le dit, vous pouvez vous désabonner à n'importe quel moment et tout. Mais quand quelqu'un vous dit c'est gratuit, mais qu'en échange, il faut donner l'adresse courriel, c'est pas vraiment gratuit quand même. Mais après, il y a toujours la liberté de se désabonner et ainsi de suite. Au moins, vous avez la trousse. La trousse est accessible en format PDF, mais en format Word aussi, parce qu'initialement, on voulait le donner juste en format PDF pour nous protéger aussi de pas nous faire dire des choses, écrire des choses qu'on n'aurait pas écrites initialement. Mais bon, c'est quand même beaucoup plus facile d'avoir la version éditable, ça c'est un anglicisme, modifiable. Donc vous avez les deux aussi, la version PDF et la version en .doc. Donc ça fait, est-ce que tu avais des compléments peut-être? Non, mais j'aime bien ta pression, effectivement, c'est pas totalement gratuit, c'est juste qu'on ne débourse pas d'argent. C'est plus exact dit comme ça. Ouais. Puis il y a une idée de podcast qui me vient en tête. C'est la 3e personne en moins d'une semaine qui me pose la question. Ça va dans cette direction-là. LinkedIn qui propose d'authentifier les profils avec une pièce d'identité en disant fournissez-nous une pièce d'identité pour valider que c'est bel et bien vous. On va authentifier votre compte et en contrepartie, on vous assure plus de visibilité de la part des profils. Ça fait 3 personnes qui m'écrivent en disant qu'est-ce que t'en penses? Je suis comme c'est pas cher. C'est cher payé de donner une pièce d'identité contre plus de visibilité. Ça a une valeur quand même cette pièce d'identité. Donc ça pourrait être l'objet d'un prochain podcast éventuellement, mais c'est pas gratuit. Même si on débourse pas d'argent, nos renseignements personnels ont une valeur, il faut pas le minimiser. Énormément. Merci beaucoup, très intéressant. C'est un très beau produit que tu as mis de l'avant. Je suis très content de pouvoir contribuer à son rayonnement. Merci, sincèrement, vraiment.